Salut les Frenchies, c'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui émission spéciale, toujours un petit NBA Frenchies mais cette fois-ci on sera sur des joueurs plutôt rétro avec des sujets un peu plus rétro, moins dans l'actualité mais vous inquiétez pas, on revient là-dessus mais il y avait des gens de qui on voulait parler et on va le faire aujourd'hui. Je dis avant tout bonjour à mon acolyte de toujours, ça va Simon ? Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, ça va et toi ? Bah ça va un plaisir pour moi aussi, je suis très content, on va parler de trucs un peu différents d'habitude, donc je suis vraiment très content. C'est un plaisir. Donc le programme c'est bien simple, on aura une chronique de Simon, un petit débat et une petite chronique de ma part sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on va commencer très fort Simon avec ta chronique. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt et moi j'ai choisi une chronique qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, c'est sur la défense et bien sûr les Français en NBA et leur défense. En fait, cette chronique pour moi elle est hyper importante, surtout en ce moment parce que on est dans une ère où on parle de plus en plus des two-way players, où on parle de Paul George, Kawhi, Siakam, de plus en plus de two-way players. Et pourquoi on parle de ça ? On parle de ça parce que on sort d'une ère où on est encore dans une ère de joueurs qui ne pensent qu'à l'attaque. J'en veux pour preuve Harden, j'en veux pour preuve Stephen Curry, même Trae Young, plus récemment même Westbrook. Il y a tellement de joueurs qui pensent qu'à l'attaque et qui veulent mettre des points et des gros dunks. Et dans cette NBA là, on a des joueurs et notamment des Français qui ont fait le cheval de bataille, la défense. Le plus connu étant bien sûr Rudy Gobert qui tourne à environ 10 rebonds par match, plus de 2,2 blocs. Il est bien sûr double défenseur de l'année en titre et forcément c'est le plus connu. Il est le plus connu en NBA, un Français qui met aussi des points mais qui est un des meilleurs défenseurs, en tout cas le meilleur défenseur sur les 2 dernières années. J'ai aussi pensé un peu plus rétro, et après est-ce qu'il est pas encore retraité, mais bien sûr Joakim Noah, qui sur ses très bonnes années a fait plus de 1,4 blocs par match pendant plus de 6 ans, qui a fait à peu près plus de 9 rebonds par match pendant toute sa carrière, qui est un des gros défenseurs aussi. Lui, particulièrement vraiment défenseur, moins scoreur que Rudy Gobert encore, mais gros défenseur, très respecté dans la ligue pour ça. Et même aujourd'hui, on a encore Frank Ntilikina qui prend beaucoup de ballons, qui fait beaucoup de style. On a Evan Fournier qui est un bon défenseur, Nicolas Batum qui est un all-around, il est capable de tout faire. Il y a énormément de Français qui sont dans cette vague-là. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi ? Je pense qu'il y a la culture française versus culture américaine qui est dans le showtime, qui est dans le mettre des points, mettre des gros dunks, et la culture française qui est plus dans l'esprit d'équipe, dans la défense, je pense que voilà, c'est la formation qui est différente, les coachs qui sont différentes, la façon de voir le basket, moins showtime justement et plus esprit d'équipe et grosse défense. Et c'est comme ça aussi qu'on voit en équipe de France, c'est l'équipe de France qui a gagné ses titres avant tout par de la défense que par des points. Et c'est pour cela, pour moi, qu'on a une grosse différence et que les Français sont reconnus en NBA pour cela. Mais les choses peuvent changer, les choses vont peut-être changer. Et je pense notamment à toi, Tedesco, avec Elie Okobo, qui est arrivé en NBA et qui pour moi est dans cette vague à l'américaine, dans le scoring plus que dans la défense. Tout à fait d'accord avec toi, mon cher Simon. J'aime beaucoup ta chronique sur la défense. C'est vrai que c'est une des spécialités des joueurs français. De par, je pense, la culture, tu as tout à fait raison. Et il est vrai que ça mériterait un grand débat pour savoir tous les spécialistes qu'on a eus et pourquoi, du comment, au niveau vraiment de la formation de base dans nos académies de basket. Et je pense qu'on en fera une vidéo un jour en invitant peut-être Angelo, qui je suis sûr sera très content d'en discuter avec nous. Ce serait un plaisir de l'accueillir pour parler de cela. On va faire un petit débat aux oignons, un peu lié aussi à ce qu'on a vu en ce début de saison avec le retrait du maillot de Tony Parker. Okay. On en avait un peu parlé, mais on voulait aussi parler de Tony Parker parce on veut parler de l'actualité. Donc forcément, on n'allait pas forcément parler de Tipeee tout le temps. Et donc, on a fait un petit débat. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux pour avoir votre avis.
La question c'était pour vous, Tony Parker fait-il partie du top 10 meneurs all-time? Et sans grande surprise, on est français, on est chauvin. 57% des personnes ont dit oui et 43% ont dit non. Simon, est-ce que tu veux me donner ton avis? Alors, moi, je me rallie à la cause patriotique. Je me rallie à notre équipe Twitter, à tous nos followers. Et bien sûr que Tony Parker est dans le top 10 all-time des meneurs en NBA. Écoute, moi, je suis pas si sûr que ça. Et je vais essayer de te le prouver. Alors, avant toute chose, il y a eu un commentaire très pragmatique et très bon de Draft All Time qui a dit « Je suis surpris de voir autant de réponses ne prenant pas en considération les titres. Difficile de concevoir pour moi qu'un joueur n'ayant jamais gagné un titre puisse être au-dessus lorsque les niveaux sont similaires ou se rapprochent. » Donc ça, bien sûr, c'était pour dire que Tony a sa place parce qu'au niveau des titres, il n'y a pas de problème. Mais je vais te faire une petite énumération comme ça de meneurs et puis tu vas me dire si tu les places au-dessus ou en dessous de Tony dans ton top 10. Vas-y. Donc déjà, Magic Johnson. Au-dessus. Au-dessus, on est d'accord. Stockton. C'est dur. Stockton, c'est dur. Meilleur passeur all-time. Ouais, allez au-dessus. Bah oui. Isaiah Thomas. En dessous. Des coups de poignard dans mon cœur. Ok, on va discuter après. Ok. Stephen Curry. Au-dessus parce que il a pas terminé. Ok, Bob Cousy. Au-dessus. Donc là on est d'accord, hein, quand tu dis au-dessus, tu penses qu'ils sont meilleurs que Tiki. Ouais. Hein. Oscar Robertson. Au-dessus. Au-dessus. Jason Kidd. En dessous. En dessous. Steve Nash. En dessous. Gary Payton. En dessous. Chris Paul. En dessous. Walt Frazier. C'est dur à dire, mais j'irai en dessous. Ouais. Et Westbrook. En dessous. Ok. Donc toi, Tony Parker, pour toi, il est top 5. Non, pas top 5. Ouais, je sais plus. Top, ouais, il est 6, quoi. Ouais, 6, 7, ouais. D'accord. Donc je vais juste te dire pour moi. Je m'emballe peut-être un peu. Je le mets pas dans mon top 10. Voilà. Vas-y. Moi, je le mets top 11. Parce que pour moi, donc les titres sont très importants, ok. Il a beaucoup de titres, il a un MVP des finales aussi, il faut pas l'oublier. Mais bon, il y a des gens qui ont beaucoup plus marqué le jeu. Magic, Stockton, beaucoup plus marqué le jeu. Isaiah Thomas, je sais même pas pourquoi tu réfléchis. Il a gagné, il a été le leader d'une équipe 2 fois championne. Le leader, hein, pas le troisième ou le deuxième, le leader. Oscar Robertson, Mister Triple-Double, champion aussi, ouais. Normal. Bob Cousy, meneur des Celtics, ouais. Des plus grands Celtics de tous les temps, normal. Ouais. Là où je suis étonné, Jason Kidd, un apport sur le jeu. Je pense que si tu avais mis Jason Kidd avec Tim Duncan et Manu Ginobili, il aurait autant de titres, voire plus que Tony, et il aurait sûrement un MVP des finales qui aurait traîné par-ci par-là. Peut-être, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et à un moment donné, oui, on peut pas réécrire l'histoire. Oui, mais le talent est tellement supérieur. Le talent est là. Après, Tipeee a aussi un titre de MVP des finales. Iguodala aussi. Hein. Oui. Mais je pense que déjà, pour moi, tu peux pas mettre un seul joueur, un seul meneur qui n'a pas au moins un titre devant lui. Ah, je suis pas d'accord du tout. Parce que là, on parle quand même. Il a pas eu un titre qu'il a eu comme ça. Il a quand même, et puis sur la durée, il a quand même eu plusieurs titres sur la durée avec des écarts d'années. Ça veut dire quand même qu'il a été au top niveau pendant de nombreuses années. Alors, deux mots, Tim Duncan. Il a eu le meilleur ailier fort de tous les temps avec lui. Et le meilleur 6e homme de tous les temps avec lui. C'est au niveau talent et justesse, je pense quelqu'un comme un Kidd, comme un Nash, parce que moi je mets Nash devant, 2 fois MVP de saison régulière, même s'il y en a un où on peut discuter.
c'est quand même quelque chose d'extraordinaire au niveau. Si on avait mis un Tim Duncan chez les Suns de l'époque, les Suns, ils auraient eu des titres, des bagues. Donc voilà, c'est aussi ça. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Hein. Je pense aussi que les critères sont très importants. Mais je pense qu'un MVP de saison régulière, c'est tellement dur d'être MVP de saison régulière. C'est 82 matchs à fond tout le temps. Moi, je mets le MVP de saison régulière au-dessus de tout, sauf si tu as été franchise player unique et que tu as gagné une bague. Ça, alors, c'est énorme. Moi, je suis pas d'accord parce que tu peux faire de très très bonnes saisons et puis t'effondrer en playoff. Pour moi, c'est là où ça devient intéressant en fait. La NBA, c'est quand on arrive dans les joutes de playoff, quand il y a la tension, c'est là qu'il faut mettre un shoot. Dans le money time où il faut. Mais c'était pas le rôle de Tony Parker. C'était le rôle de Tim Duncan. C'était le rôle de Kawhi Leonard quand il était champion. Tim Duncan, il monte pas la balle, il attend. Non, mais il met le shoot. Oui, mais il met sa petite planche. Mais c'est Tony Parker qui lui offre sur un plateau. C'est Tony Parker qui va décider, qui va le mettre dans les bonnes positions, qui va quand Ginobili va rentrer, il va le servir pour le chauffer. Quand il va être dans des grands soirs, il va le servir, il va être là. Non, il a mis aussi des shoots quand même. Il a mis des gros shoots, Tipeee aussi. Je dis pas que Tony Parker est une pipe en bois. Hein. Moi, je le mets 10 ou 11. Ok. En fonction de ce que tu regardes le plus. En fonction si tu parles talent ou compète. Okay, Pour moi, si tu regardes vraiment le talent, il est 11. Si tu regardes aussi le niveau de bagues, de choses qu'il a eu, je pense que je le mettrais 10, voire 9. Mais ça se joue avec Gary Payton, quoi. Parce que Gary Payton, il a une bague, mais il a une bague où il n'était pas. Est-ce qu'on peut parler du coup de Gary Payton? Bon. Pourquoi tu mets Gary Payton devant? Meilleur défenseur meneur de l'histoire. En fait, Tony, il n'y a aucune stat ou aucun aspect du jeu où il est le meilleur de l'histoire. Okay. Magic, c'est le meilleur meneur complet de l'histoire. Mais par exemple, comment tu peux dire c'est le meilleur passeur meneur de l'histoire. Pour Payton, comment tu peux dire que Payton est meilleur meneur parce qu'il est meilleur défenseur? Un meneur, alors on en a parlé de la défense, c'est important, mais un meneur, c'est pas uniquement un défenseur. Non, mais il était aussi très bon attaquant. C'était pas non plus, c'est pas Patrick Beverley. Tu vois, là, j'ai l'impression que tu me fais passer Gary Payton pour Patrick Beverley. Bah, Patrick Beverley, il met des shoots. Ouais, enfin, excuse-moi, s'il te plaît, là, on est quand même sur un autre cast. Oui. Tu vois, pour moi, tous ceux que j'ai mis avant, c'est des meneurs qui ont été les meilleurs à leur poste à un moment. Tony, je suis pas sûr qu'il était le meilleur meneur de NBA sur une saison à un moment. Je ne pense pas. Il a été le meilleur joueur d'une finale NBA, ouais. C'est vrai. Mais pas le meilleur meneur. Chaque saison où il a joué, il y avait un meilleur meneur que lui. Et c'était Nash, c'était Kidd, c'était Curry. Ouais, enfin, peut-être pas Curry, enfin si, à la fin. Ouais. Mais donc voilà. C'est pour ça que je le mets pas. Après voilà, j'enlève rien. Tony Parker, c'est l'amour toujours. Ce qu'il a fait en équipe de France, même ce qu'il a fait avec les Spurs, hein, c'est extraordinaire. Avoir une telle longévité, c'est monstrueux. D'ailleurs, on le voit bien quand il est arrivé à Charlotte, les petits jeunes de Charlotte, ils étaient tout excités à se dire on va jouer avec Tony Parker. Mais pour moi, il reste, et ce qui est excellent, hein, il est dans top 15 meneur all-time, pour moi. Parce que là, je reviens sur Payton. Ok, meilleur défenseur. Pour moi, pour moi, le meneur, ça équivaut à gestionnaire. Et pour moi, Tony Parker est un meilleur gestionnaire que Gary Payton. Oui, mais après, tu mets Curry devant lui, et Curry, c'est avant tout un pyromane plus qu'un gestionnaire. Tu vois. Mais il a eu plus d'impact, il a révolutionné le jeu, enfin voilà. Ok. Nash, c'est un des plus grands gestionnaires de l'histoire. Qui c'est que tu mettais encore devant, là, à part Payton? Nash, Kidd, Robertson, Cousy, Curry, Thomas, Stockton, Magic. Ok, Westbrook, tu mets derrière quand même, on est d'accord.
Westbrook, pour l'instant, je le mets derrière. Ok. Parce que pas fini, parce que il a tellement chié. En fait, c'est qu'il a des trucs négatifs, Westbrook en playoff. Tous ceux que tu me dis, oui, c'est en playoff qu'on voit, c'est les titres. C'est des gens qui ont été MVP en régulière et qui en playoff ont été très bons. Après, ils n'avaient pas forcément le supporting cast pour gagner un titre. Un kid, il allait en finale NBA avec les Nets du New Jersey, quoi. Les mecs à côté, c'était des pains frites. Ouais, mais il y en a aussi qui sont allés en finale NBA avec peu de monde. Bien sûr, mais est-ce qu'ils ont été... enfin, je vois ce que tu veux dire, il y a pas de... Nowitzki a gagné un titre avec peu de monde à côté. Oui, bien sûr. Bah, Nowitzki, c'est un des meilleurs 4 il allait chercher le titre, il n'est pas allé en finale. Bah, il est allé en finale aussi. Oui, après, il avait un bon supporting cast quand même. Faut pas... Je veux dire, il y a à avoir un supporting cast décent et avoir des nuls. Kidd, il allait chercher le titre vieux, il était hyper utile, tu vois. Tony Parker a eu Tim Duncan, Steve Nash a eu Stoudemire. Ah oui, d'accord. On en est à comparer Stoudemire et Tim Duncan. Non. Alors, je me pensais chauvin, mais toi, tu es le meilleur. Excuse-moi, Stoudemire, c'est quand même un. Oui, mais c'est un mec plus que référencé dans la ligue. C'est pas Tim Duncan, d'accord, mais. Je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai adoré le Stoud, mais on en parlera dans ma chronique d'ailleurs. Mais c'est pas Tim Duncan, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut se rendre compte. Et Tim Duncan a aussi été bonifié par Tony, hein, c'est une réalité. Mais il faut se rendre compte de Tony, il a eu un moral de gagnant pour s'imposer dans cette équipe, parce que le titre de 2003, c'est pas le Tony Parker qu'on a connu après. Il était jeune, il était pas le grand indiscutable Tony Parker. Après, à partir de 2003, il a dit ok, c'est parti, j'y vais à fond. Et c'est vrai que 2005, 2007, 2014. Il était référencé. Hein. Oui, et puis il a quand même évolué. Il a évolué. Au début, il shootait très peu à 3 points. Il s'améliore à 3 points. Il a créé ce petit flotteur là dans la pénétration. Il a quand même un style à lui que peu de meneurs ont, et que maintenant d'autres meneurs. Il y a combien de meneurs qui maintenant font des flotteurs en pénétrant, des spin moves comme il a eu l'habitude de faire. Il s'est réinventé avec le temps parce qu'il est devenu moins physique, moins rapide, donc il a dû s'adapter, tout comme Duncan d'ailleurs. Moi, c'est la longévité surtout qui m'impressionne, et c'est les titres. À un moment donné, on en revient au titre. C'est que si tu gagnes des titres, Tim Duncan sans Tony Parker, il n'aurait peut-être pas gagné de titre non plus. Et inversement. Il en a gagné, et je pense que je suis d'accord avec toi sur la base, mais en fait, la conclusion de ce type de débat, c'est de se dire que c'est hyper personnel comme débat. Oui. C'est aussi la vision qu'on a de la NBA et du jeu. Et il est vrai que la NBA, c'est quand même un sport. C'est le sport le plus, et la NBA et le basket en général, c'est le sport par équipe le plus individuel. C'est le sport collectif le plus individuel. Je suis d'accord. Des stats individuelles. Mais et là-dessus, de toute façon, c'est des faible. Comme tu dis, c'est des débats sans fin. Mais bon, ça nous fait toujours kiffer de faire ces débats-là, et c'est intéressant parce que on se marre. Mais et puis il y a forcément, je pense, des millions de choses dont on a oublié, des millions de choses dont je pense qu'il y a même des joueurs qu'on a dû oublier, hein, et qui, pour certaines personnes, c'est évident qu'ils sont dans le top 10 et que nous, on n'y a même pas pensé. Steve Kerr a beaucoup de titres avec Michael Jordan. Plus arrière. Mais moi, je suis curieux de connaître l'avis des gens et le classement des gens pour voir où apparaît Tony Parker, s'il apparaît, et voir s'il y a des gens qu'on n'a pas cités qui apparaissent. Je suis assez curieux de voir ça. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On sera un plaisir de répondre, même si vous avez des questions sur le pourquoi du comment. Pourquoi moi je pense mettre Nash dans mon top 6 meneur all-time. C'est aussi parce que j'adore les Suns, j'ai découvert le basket avec Steve Nash, et que c'est un magicien et qui m'a toujours fait rêver. Oui, voilà. Après, ça dépend si t'es
Si tu considères que la passe est plus important, le shoot, la défense, la stratégie, la clutchitude, peu importe, il y a plein d'aspects et ou les titres ou le titre individuel, titre collectif, peu importe. Après, ça dépend des gens et chacun va avoir son avis et ce serait très intéressant que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir ce petit débat. Et ben, on va passer à ma chronique. Vas-y. Et ça va être bien parce que ça va prendre un peu le contre-pied de ce que j'ai dit. Parce que aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un MVP. Je vais vous parler d'un MIP. Je vais vous parler d'un champion NBA. Je vais vous parler de Boris Dio. Et mesdames et messieurs, un MVP français de Pro A en 2002 avec Pau Orthez. Un joueur que j'ai adoré, dont j'ai le maillot, dont je suis un fan inconditionnel. Et moi qui parlais de stats individuelles, quelqu'un qui a décidé que le jeu collectif primait avant tout. Quelqu'un qui aimait tellement le basket, qui s'est dit le basket c'est bien, mais c'est bien quand l'équipe elle joue bien. Et moi je vais tout faire pour qu'une équipe joue bien. Il a été drafté aux Hawks en 2003, le pick 21. C'était pas le Boris Dio qu'on connaissait à l'époque, c'était un Boris Dio physique, longiligne, qui mettait des tomards. Enfin vraiment un Boris Dio dont on a perdu un peu l'habitude parce qu'on a un peu ses souvenirs de sa fin de carrière où il avait pris un peu plus d'embonpoint pour se fixer sur le poste 4-5. Mais surtout, j'aimerais parler d'un Boris Dio qui a été tradé aux Suns et qui contre un Joe Johnson et qui m'a fait régaler. Et je voulais parler d'une petite anecdote qui est un peu connue dans le milieu, mais donc qui me fait rêver et je vais vous le lire précisément, que j'adore. C'est un jour, Boris Dio, il est arrivé à la salle de sport en claquette avec son petit café, parce que c'est un grand amateur de café. Et là, c'était le moment des workouts pré-draft. Donc, il a regardé la machine Vertec. Donc, la Vertec, c'est pour regarder le saut des joueurs. Et il a demandé ce qu'on était. Donc, on lui a dit, voilà, c'est la machine qui va mesurer la détente verticale d'un joueur. En se basant, en fait, c'est plein de petites barres. Il faut sauter et taper sur les barres. Et en fonction du nombre de barres que tu fais monter, ça te dit ta détente. Donc, Boris Dio, il regarde, il fait, c'est qui le joueur qui a le record? Et là, on lui dit, aux Suns, le joueur qui a le record, c'est Amaré Stoudemire. Stoudemire, un monstre physique qui a tomard sur toute la ligue. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Boris, il pose son café, il enlève les claquettes, il se met devant la machine, il saute, il va taper la plus haute barre, défoncer le record. Il récupère son café et il dit, c'était pas difficile. Et ça, c'est Boris Dio. Un joueur né pour faire du basket, qui m'a régalé, qui se prenait pas au sérieux, mais qui prenait le jeu au sérieux. Et ça, c'est le plus important. Et je voulais finir là-dessus. C'est un joueur qui aimait tellement le basket, parce qu'il venait aussi d'une famille de basket. Sa mère, c'est Elisabeth Trifot, qui est une des plus grandes basketteuses françaises. Et donc, forcément, il a été éduqué à ça, biberonné au beau jeu. Et je finirai juste par quelque chose... le pourquoi j'aime Boris Dio, c'est son dévouement à l'équipe de France. Alors je vais juste finir en citant tout son palmarès en équipe de France, avec une médaille de bronze en 2015 au championnat d'Europe, médaille de bronze à la Coupe du Monde en 2014, médaille d'or à l'Europe, au championnat d'Europe en Slovénie, médaille d'argent au championnat d'Europe en 2011 en Lituanie, médaille de bronze au championnat d'Europe en 2005 en Serbie, médaille d'or au championnat d'Europe junior en 2000 avec l'équipe de France. Médaille de bronze au championnat d'Europe espoir avec Lituanie. C'est un joueur énorme et on a eu la chance avec Simon de le voir jouer. Sur sa dernière année, quand il était à Levallois, on est allé le voir contre l'Asvel et c'était génial de le voir en vrai et de voir cet homme que tout le monde aime. Et il a eu le droit à une ovation alors qu'on était à Lyon. Dès qu'on a cité son nom, le stade s'est levé et on l'a tous applaudi parce que c'est une des plus grandes légendes de ce sport au niveau français. Et je le remercie, je l'aime tellement d'amour. En plus, il est bordelais comme moi, donc que des bisous. Wow. Merci beaucoup pour ta chronique. Boris, c'est quelque chose. C'est le capitaine de l'équipe de France pendant tellement d'années, même avec Anthony Parker à côté, ça a quand même été lui le capitaine. C'est un joueur collectif avant tout. Et moi, sur de nombreux aspects, il me fait penser à Nicolas Batum, et pour moi, c'est une des raisons pour laquelle Nicolas aujourd'hui est le capitaine de l'équipe de France. Et voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne, mais Boris,
sur son bateau maintenant qui découvre de nouveaux horizons. Exactement. Ouais, bah voilà, c'est la fin de ce nouveau format. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autres? On tente de nouveaux formats, on tente de nouvelles choses. C'est intéressant d'avoir vos retours, c'est intéressant de voir vos participations sur Twitter, ça nous fait plaisir. Allez nous suivre sur Twitter, on publie régulièrement avec toute l'équipe, avec tous les copains de Clutch Time. Et on revient très vite pour les nouveautés des Français en NBA. Et en attendant, bien sûr, soyez clutch. Salut les Frenchies.